en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur le plateau de la Tribune avec César Armand, mon complice pour cet après-midi. Nous recevons deux industriels particulièrement impliqués dans la transition écologique et énergétique. Jean-Pierre Camadieu, président d'Engie, bonjour. Et bien sûr, Florent Ménégo, le patron de Michelin. Bonjour Florent. Alors, on va essayer de peut-être encadrer le débat parce qu'on pourrait parler de tout sur cette transition écologique, mais peut-être parler de la révolution de l'hydrogène qui est en train d'arriver. Parce que on nous parle beaucoup dans cette transition écologique du gaz qui va rester une énergie de transition, Jean-Pierre Camadieu, peut-être pouvez-vous en dire un mot, mais on pense déjà au futur. Et ça arrive, l'hydrogène. Oui, ça arrive pour une raison simple, c'est que l'électrification, c'est un levier très fort de décarbonation, mais ce n'est pas le levier exclusif. Il y a un certain nombre d'usages qui sont maltraités par l'électricité. Par exemple, les besoins de chaleur et de chaleur industrielle, un certain nombre d'usages liés à la mobilité lourde, certains usages industriels, je pense à la production d'acier et de quelques produits chimiques pour lesquels il faut une molécule. Cette molécule, aujourd'hui, c'est souvent du gaz naturel d'origine fossile ou un de ses dérivés. Demain, ça peut et ça doit devenir de l'hydrogène. Demain, c'est quand ? Je pense qu'à partir de 2030, on verra. Il y a beaucoup d'usages aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de démonstration ou des projets à l'échelle semi-industrielle qui existent aujourd'hui. On en a un dans la région avec Total Energy sur une de ses raffineries. On a des développements avec CMA, CGM ici ou là. Mais je pense qu'à partir de 2030, l'hydrogène deviendra, pour un certain nombre de pays d'Europe, un élément important, un vecteur qui trouve sa place dans les mix énergétiques de ces pays. L'hydrogène seulement ou les dérivés de l'hydrogène aussi? On parlait ce matin à ce plateau, on avait Jean-Dominique Sénard, on lui a demandé est-ce que vous croyez au e-fuel et donc au maintien quand même de solutions thermiques pour les moteurs des voitures? Il a dit oui. On lui a dit pour quand? Il a dit 2026, 2028. On travaille déjà avec Total, peut-être avec Engie, à des solutions, peut-être aussi avec Michelin, vous allez en parler. Alors, est-ce que ça peut aller plus vite? Oui, alors, les e-fuels, c'est essentiel. C'est essentiel dans deux domaines que j'appelais... Peut-être rappeler ce que c'est, peut-être pour les gens. Oui, alors les e-fuels, c'est des carburants liquides dérivés de l'électricité renouvelable pour ce qui est de la source ultime, en passant par une étape qui est l'hydrogène, généralement combiné avec du CO2, et on fabrique du e-kérosène ou tout un tas de carburants. De quoi transporter pour les avions, pour les bateaux, pour les voitures? Deux applications essentielles. C'est pour ça que j'ai un petit doute sur les voitures, mais Florent a certainement une vision beaucoup plus précise sur ce sujet. Les e-fuels, les deux premières applications, c'est l'aéronautique, parce que c'est un moyen simple et puissant de décarboner cette industrie. On peut, avec les avions actuels et les moteurs actuels, utiliser jusqu'à 50% d'e-fuel, donc on réduit d'autant l'empreinte CO2. Et puis le maritime, avec des grands acteurs, CMA, CGM bien sûr, quand on est près de Marseille, qui disent « moi je veux trouver des carburants liquides qui me permettent de décarboner ma flotte sans avoir à changer le concept même de ces bateaux ». Donc ça, c'est vraiment les deux applications essentielles des e-fuels. Et donc e-fuel, c'est un dérivé de l'hydrogène. Donc quand on regarde les applications de l'hydrogène, les e-fuels peuvent représenter une part importante. Alors, Florent Ménégo, vous êtes dans l'hydrogène notamment avec Symbio. Puis Symbio vient de passer encore un nouvel accord d'alliance. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur votre stratégie justement dans ces nouvelles énergies? Alors, dans les nouvelles énergies hydrogène, bien sûr, je rejoins totalement le point de Jean-Pierre Camadieu sur le... et puis, entre Engie et Michelin, nous avons beaucoup de travaux en commun sur ces questions-là. Alors, en fait, toute la difficulté, c'est de penser que dans une transition, on pense qu'il y a une solution. En fait, il y a plusieurs solutions parce que la transition, elle va prendre du temps. Donc sur l'hydrogène, en fait, quand on passe d'une chaîne fossile sur laquelle on a travaillé pendant plus d'un siècle, sur d'autres chaînes, il faut du temps. Et il faut imaginer que ces transitions-là vont prendre probablement au moins 1 à 2 décennies. Et donc derrière, bien sûr, il y a une forme d'impatience qui se crée, mais en réalité, les solutions, aujourd'hui, on va essayer différentes voies. Certaines de ces voies vont être complémentaires, d'autres vont être abandonnées au fur et à mesure du temps. Mais en fait, il faut essayer différentes voies parce que la solution, elle n'est pas évidente au départ. Ceci dit, pour l'industrie automobile, c'est un peu compliqué. On leur demande en 2035 de passer au 100% électrique. Et quand on parle avec Jean-Dominique Sénard, ou d'autres certainement le disent, les constructeurs allemands, ils disent on ne veut pas, comment dirais-je, abandonner la proie pour l'ombre et passer à une solution 100% électrique en abandonnant complètement nos compétences, nos chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les constructeurs qui est l'un de leurs une autre façon de regarder ce sujet, je pense que les gouvernements ont tort de réglementer sur une technologie.
Par contre, qu'il réglemente sur un objectif à atteindre et laisser les industriels faire leur boulot. C'est-à-dire c'est les industriels qui trouvent les solutions technologiques qui permettent de faire ça. Je vais prendre un exemple dans le pneumatique. Dans le pneumatique, par exemple, on a des molécules de méthane qui sont des molécules qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Nous, dans les pneus, on utilise du noir de carbone et on a besoin d'hydrogène. Eh bien, si on prend du méthane, on peut redévelopper des filières où on va récupérer le méthane qui a été émis pour le transformer d'un côté en noir de carbone recyclé et puis de l'autre en molécules d'hydrogène qui pourront être utiles pour faire des tas d'autres types d'énergie. Alors Michelin est présent dans la chaîne de l'hydrogène. Nous sommes présents dans les membranes catalytiques pour les catalyseurs, donc qui transforment l'électricité verte en hydrogène, et aussi dans les piles à hydrogène où on retransforme l'hydrogène, on le marie avec l'air ambiant, pour le transformer en électricité. Donc nous sommes présents dans les piles à hydrogène et dans les membranes catalytiques à ces deux bouts-là. Mais on est aussi présent dans des tas d'autres types d'énergie parce que Michelin consomme de l'énergie pour fabriquer ses produits. Et nos produits demain vont réclamer de l'énergie puisqu'on va transformer le type de produit qu'on utilise. Et si ce ne sont plus des chaînes fossiles, mais des chaînes soit recyclées, soit des chaînes bio, il faut inventer l'énergie qui va pouvoir accompagner cette transformation. Messieurs, ne manque-t-on pas aussi de volonté politique commune au niveau européen aussi en matière d'hydrogène? Sur l'hydrogène, oui. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté de la Commission européenne de favoriser le développement d'une économie de l'hydrogène, c'est clair. En revanche, il y a entre deux pays très importants dans la construction européenne, la France et l'Allemagne, des approches très différentes. Et il faut qu'on arrive à les réconcilier. Alors, c'est quoi les différences? D'abord, le rôle du nucléaire. Et effectivement, en France, le nucléaire est une forme une industrie qui produit de l'électricité décarbonée qui est essentielle à notre mix énergétique. Les Allemands ont fait d'autres choix et ont un petit peu de mal à accepter les choix français. Et puis, il y a aussi une autre différence, c'est que l'Allemagne, qui est très habituée à une industrie reposant sur l'usage de gaz, imagine immédiatement, quand elle parle d'hydrogène, réseau, stockage, importation. L'Allemagne aujourd'hui officiellement dit il faudra que j'importe presque la moitié de mes besoins en hydrogène. La France aujourd'hui, où son gouvernement est plutôt sur une logique de cluster. On va produire, on va mettre côte à côte une éolienne, un électrolyseur et puis une usine qui a besoin de consommer de l'hydrogène. Et on va fonctionner sur ces petits clusters qui sont d'excellentes opérations pour permettre le démarrage de cette économie de l'hydrogène, mais dès qu'on veut passer à l'échelle, là moi je suis assez convaincu qu'il va nous falloir des réseaux, et puis on va tomber très vite sur la limite d'accès en France à l'énergie décarbonée, même si on y ajoute le nucléaire. Jusqu'à la construction des prochains EPR, on aura une situation plutôt tendue sur la fourniture d'électricité décarbonée, et je crois qu'il faudra se résoudre à importer de l'hydrogène à partir de pays dans lesquels on a accès à du renouvelable dans des très bonnes conditions économiques. Ça veut dire en gros des pays où il y a beaucoup de soleil, alors idéalement pas trop loin de nous pour qu'on puisse tirer des tuyaux, et puis sinon trouver un moyen de transporter l'hydrogène, sans doute sous forme d'ammoniac. Il y a Vinci qui essaie déjà de faire tirer des tuyaux depuis l'Espagne. Demain, quelles seraient aussi les autres sources d'après vous, messieurs? Alors, je peux répondre là-dessus. Alors effectivement, le Maghreb, en termes de sources... En termes de lieux de production, le Maghreb, effectivement, le Golfe, Arabo-Persique, il y a des pays comme les Émirats qui ont des ambitions très fortes dans ce domaine. Maghreb, on peut imaginer des tuyaux. Le Golfe Arabo-Persique, c'est plutôt amener l'hydrogène sous une autre forme, mais l'ammoniac est sans doute le moyen le plus simple. Et puis on peut regarder plus loin, le Chili. Engie a des projets au Chili, dans un environnement qui se prête bien à produire ce type de molécules. L'Australie est aussi en train de prendre de l'avance, alors plutôt en regardant plutôt vers le Japon pour ce qui est de ses marchés de débouchés. Donc les pays dans lesquels il y a beaucoup de soleil ou de vent et dans lesquels on a la capacité. Moi, je vais rajouter le Canada. Le Canada a énormément de ressources hydroélectriques et puis en même temps a énormément d'espace. Et donc peut faire aussi, il a d'ailleurs identifié l'hydrogène comme étant une voie de production et d'exportation finalement assez facile pour eux à obtenir, parce qu'ils peuvent être excédentaires en énergie renouvelable, et donc réexporter avec de l'hydrogène, réexporter cette énergie renouvelable vers d'autres pays. Est-ce que c'est pas aussi un problème d'œuf ou de la poule? Je m'adresse à la fois à un équipementier et à un énergéticien. Non, il y a un peu de ça, bien sûr. Et vraiment, je ne peux pas parler d'hydrogène sans faire un parallèle très rapide entre la situation européenne et américaine. En Europe, on est encore en train de discuter, et j'allais presque dire à l'infini, parce que ça fait des mois, voire des années qu'on discute sur la définition de l'hydrogène vert.
Aux États-Unis, on a mis en place une incitation simple au travers de l'IRA qui est en train de rendre économiquement viable tout un tas de projets d'investissement, en particulier au Texas. Et je crains que nous soyons en train de prendre du retard par un souci de réglementation extrêmement sophistiqué, sans doute avec les meilleures intentions du monde, mais qui ralentissent nos projets alors qu'on les voit accélérer de l'autre côté de l'Atlantique. Florent Menegaux, donc vous travaillez sur cette pile à hydrogène avec Symbio. Est-ce qu'un jour, on aura des voitures individuelles à hydrogène ou c'est totalement utopique? Certains disent que ça sera réservé plutôt aux véhicules, enfin aux transports les plus lourds. Alors aujourd'hui, en fait, Symbio va plutôt fabriquer des piles à hydrogène pour des camionnettes. Qui est par rapport à une petite voiture, c'est un engin lourd. Par rapport à un camion de transport, c'est plutôt une logique d'utilitaire, pas une logique de loisir en tout cas. Pour l'instant, en fait, ça va démarrer par de l'utilitaire, parce que c'est là où le besoin est le plus criant, et puis l'utilité est la plus forte. Et ensuite, il y aura probablement des applications pour des véhicules qui vont faire de la longue distance, qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, dans lequel embarquer cette autonomie à base de batterie n'est pas forcément une bonne idée. Donc et puis il y aura le diesel du futur, quoi, un peu. Probablement, c'est un peu ça. Mais ça va démarrer d'abord par les engins très lourds, donc les camions, les bus, et puis les camionnettes. Ça va permettre d'asseoir la technologie, de comprendre son fonctionnement, son économie. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, on pourra la développer de manière économique pour l'automobile. Je reviens sur la situation présente parce qu'on est toujours donc dans cette guerre en Ukraine avec des inquiétudes qui demeurent sur l'approvisionnement. Alors, on avait eu l'occasion de vous interviewer, Jean-Pierre Clamadieu, dans la tribune. Vous étiez plutôt rassurant pour l'hiver prochain. C'est bien, tant mieux. Il y a un certain nombre d'acteurs qui le sont moins, qui disent on pourrait connaître de nouveau des difficultés d'approvisionnement et voir une tension assez forte sur les prix du gaz dès l'hiver prochain. Même certains parlent de pénurie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quel est le message que vous tenez à tout le monde? On risque de connaître la même chose que l'an dernier ou pas? Non, je crois en essayant vraiment de faire la synthèse de ce que disent les uns et les autres. Pénurie physique l'an prochain, je n'y crois pas. Ceci dit, un point essentiel, et il est dans nos mains, c'est d'être capable de continuer dans la dynamique d'économie d'énergie qu'on a réalisée. Hiver dernier versus hiver précédent, moins 10% en enlevant les effets de climat. Donc il faut vraiment qu'on reste sur cette dynamique-là. Donc pas de pénurie physique. Effectivement, il y a des situations sur les chaînes d'approvisionnement qui peuvent créer de la tension et un impact sur les prix. Mais soyons prudents, on a encore 2 ou 3 hivers à passer avant que les nouvelles capacités de production de GNL au Qatar et aux États-Unis ne soient complètement disponibles, contractées au bénéfice de l'Europe, ce qui nous donnera à ce moment-là une vision très sûre. D'où peuvent venir les dangers, les risques? C'est sur le transport par bateau du GNL, les Chinois, la croissance chinoise. Oui, je crois que c'est effectivement deux choses. Hein. La croissance chinoise, effectivement. C'est-à-dire que si la Chine redevient, si l'économie chinoise retrouve un dynamisme qui lui fait accélérer ses importations de GNL, elle peut peser sur le marché mondial. Et puis les risques liés aux infrastructures, hein. Un incident sur un champ norvégien, un incident sur une grosse usine de liquéfaction américaine, une chaîne de transport qui, pour une raison ou une autre... Une certaine volatilité qui pourrait être liée à l'imprévu. On a pas mal d'imprévus depuis quelques années, il faut quand même être prêt à tout. Mais ceci dit, ce qu'on a réussi à faire en 2 ans est remarquable. Enfin, on a vraiment réussi à basculer d'une dépendance européenne. Vous parliez des énergies. Est-ce que vous-même, vous faites des efforts de sobriété? Comment vous êtes adapté en fait? Bien chez sûr, Michelin, bien vous sûr, consommez beaucoup d'énergie. On en a profité pour accélérer tous les plans d'économie, de sobriété, pour revoir la manière dont on cuit nos pneus, donc réduire structurellement notre consommation d'énergie. Mais moi, je voudrais rebondir. En fait, il faut être optimiste parce qu'en réalité, face à l'adversité, on est beaucoup plus inventif. Et en fait, quand on est au pied du mur, souvent, on réalise des choses qu'on n'imaginait même pas être capable de réaliser. Alors justement, il y a votre pneu du futur qui arrive, qui est assez impressionnant. On le voit beaucoup aujourd'hui présenté. Ce pneu donc qui est censé être sans air, qui est sans air, et qui est censé aussi apporter une solution sur les voitures électriques qui usent beaucoup plus les pneus que les voitures thermiques. C'est pour quand commercialement? Déjà, on a lancé avec la Poste 40 véhicules qui tournent maintenant dans certaines villes de France pour voir comment se comporte ce type de pneus dans un usage quotidien assez sévère. Mais ça équipe principalement des camionnettes et c'est pas forcément le pneu pour tous demain parce qu'en réalité c'est très utile dans les endroits où la crevaison est un vrai problème. Par contre, remplacer l'air, ça coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus difficile. Quelle est la différence de prix entre un pneu normal, un pneumatique et celui-là? On est en phase de recherche, donc vous savez pas encore. On ne sait pas du tout dire quelle sera notre capacité. Ça sera plus cher, c'est normal. Ça sera plus cher parce qu'en fait l'air c'est gratuit.
Et en fait, un pneu, ça enveloppe de l'air. Et l'air fait une grosse partie de la fonction du pneumatique. Et donc là, on remplace l'air par des objets physiques. Et donc ça coûte plus cher intrinsèquement. Par contre, c'est très utile parce que derrière, quand vous crevez sur le périphérique, c'est vraiment très embêtant. Très embêtant, absolument. Et donc, quand vous ne crevez pas, quand vous êtes sûr de ne pas crever, ça a beaucoup d'utilité pour des gens pour lesquels la crevaison est un vrai problème. Bon, on suivra ça de près. Merci d'être venus tous les deux sur le plateau de la tribune. Merci à messieurs. vous. Merci.